Ça va barder entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, ça ne rigole plus. Ce n'est plus de la blague, c'est évident. L'Iran place son armée en état d'alerte maximale face aux menaces américaines. Sur l'ordre du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, en réponse aux récentes menaces proférées par le président américain Donald Trump contre Téhéran. Je pense que si les négociations avec l'Iran échouent, ce pays sera en grand danger. Et je déteste le dire, grand danger, car il ne peut pas se doter de l'arme nucléaire. Cette décision témoigne d'une forte escalade entre les deux pays, avec risque d'affrontement militaire imminent. Ça ne rigole plus, les Iraniens sont prêts, ils en ont marre apparemment et ça va barder. L'hostilité des États-Unis et d'Israël a toujours existé. Ils ont menacé de nous attaquer, ce qui nous paraît peu probable. Mais s'ils commettent des actes répréhensibles, ils subiront certainement une lourde réciprocité. S'ils envisagent de semer la sédition dans le pays, comme par le passé, le peuple iranien lui-même s'en chargera. En retour, les États-Unis d'Amérique renforcent sa présence militaire au Moyen-Orient. Ils ont envoyé encore des bateaux de guerre et plusieurs éléments pour se mettre en alerte. L'Iran a aussi lancé des avertissements à plusieurs pays du Golfe Persique, dont l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn. Téhéran a clairement indiqué que tout soutien à une frappe militaire américaine, y compris l'utilisation de son espace aérien, et son territoire sera considéré comme un acte d'hostilité aux conséquences graves. Nous savons qu'il y a quelque temps, pendant que l'Iran essayait de bombarder Israël, beaucoup de pays du Golfe ont intercepté des missiles iraniens et des drones, contrairement à leur position neutre dont beaucoup estimaient. Donc l'Iran cette fois-ci dit, si vous osez vous interposer, si vous osez frapper, si vous osez même accorder votre espace aérien aux États-Unis d'Amérique, vous serez considéré comme un ennemi imminent de l'Iran et vous ferez face au bombardement sans précédent. Un responsable iranien a dit, un tel acte aura des graves conséquences pour eux. Cette déclaration évidemment souligne la volatilité croissante dans la région et la précarité croissante dans l'équilibre du pouvoir. Les Iraniens ne veulent pas négocier directement avec les États-Unis d'Amérique. Mais Donald Trump a exigé à ce que les négociations se fassent avec eux. L'Iran a fermement rejeté les négociations directes avec les États-Unis concernant son programme nucléaire, mais reste ouvert à des pourparlers indirects par intermédiaire d'Oman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les États-Unis d'Amérique voulaient discuter avec l'Iran. L'Iran a dit, nous on ne vous aime pas. On ne fait pas semblant. Nous ne sommes pas ce genre de pays qui font semblant, patati et patata. On veut discuter avec vous en une condition, qui est des intermédiaires. Nous ne parlerons pas avec vous directement dans une salle. Il faudrait qu'il y ait des intermédiaires. Donc nous, on parle à l'intermédiaire, il vous rapporte l'histoire, vous faites de même et on discute. On verra à partir de là. Les Américains disent « Niet, pourquoi on veut des intermédiaires ?» Ça, c'est Trump, évidemment, avec son administration. Vous allez parler avec nous directement ou c'est la guerre. Les Iraniens disent absolument « Ok, on va faire ça de votre façon. Dans ce cas, faites ce que vous avez envie de faire. » Un responsable iranien a souligné que de telles discussions offrent l'occasion d'évaluer le sérieux de Washington quant à une solution politique avec l'Iran. C'est-à-dire, si les États-Unis veulent une négociation sérieuse, c'est-à-dire qu'ils veulent une discussion politique et diplomatique, dans ce cas qu'ils acceptent notre demande, celle de discuter à travers l'intermédiaire. Nous ne voulons pas parler avec eux. S'ils veulent la paix, s'ils veulent qu'on fasse ça de la façon facile, nous ne voulons pas parler directement avec eux. C'est la seule façon pour les États-Unis de prouver qu'ils sont vraiment sérieux en voulant une résolution facile. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes pensent que les États-Unis essaient de faire des demandes qui sont absolument incorrectes dans l'objectif que l'Iran refuse et qu'il commence la guerre. Alors les Iraniens disent, s'ils veulent vraiment résoudre ceci paisiblement, alors dans ce cas, on ne va pas négocier avec eux directement. Et c'est la seule façon pour les États-Unis de prouver leur position de paix. Alors pourquoi l'administration de Donald Trump en veut à l'Iran? Officiellement, ils ne veulent pas que l'Iran acquiert la bombe nucléaire. C'est ce qu'on dit officiellement. Mais pourtant, il y a eu une négociation qui s'est faite déjà il y a quelques années entre l'Iran et les pays occidentaux. Oui, il y a eu un accord international qu'on appelle la JCPOA, un accord historique conclu en juillet 2015 entre l'Iran et 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, plus l'Allemagne. Donc l'Iran a déjà discuté avec ces pays sur comment résoudre cette affaire. Mais c'est à l'arrivée de Donald Trump qu'il a complètement éradiqué cette histoire, et on va y arriver. Alors qu'est-ce qui a été dit, puisqu'il y a déjà eu un accord dans le passé? Donald Trump veut revoir l'accord qui a été signé dans le passé. On va voir l'accord que lui avait rejeté. L'objectif principal de l'accord de l'Iran signé préalablement était de limiter le programme nucléaire iranien afin de garantir qu'il reste exclusivement pacifique et d'empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Évidemment,
pour quelconque raison, on ne voulait pas que l'Iran acquiert la bombe atomique ou la bombe nucléaire. Certaines personnes diraient que c'est quand même bizarre de voir la France, l'Angleterre et d'autres pays avoir la bombe nucléaire, mais pourquoi on refuse que l'Iran ait la bombe nucléaire? Alors, en échange à l'inhabilité volontaire de l'Iran de ne pas avoir de bombe nucléaire, il y aurait allègement des sanctions, c'est-à-dire les sanctions sur l'Iran seront allégées. Donc, en échange de l'acceptation de l'Iran de restrictions importantes et de surveillance internationale de ses activités nucléaires, l'accord prévoyait la levée des sanctions internationales liées au nucléaire qui avaient été imposées à l'Iran. C'est-à-dire ces pays avaient objectif d'alléger ces sanctions sur l'Iran pour que l'Iran à son tour ne développe pas les éléments essentiels pour avoir une bombe nucléaire. L'Iran devrait limiter l'enrichissement de son uranium à 3,67% et ne pas partir au-dessus. L'Iran avait accepté de réduire de manière signifiante le nombre de centrifuges qu'il pouvait opérer. Mais en tout ça, il y avait des clauses de caducité pour dire que l'Iran pouvait arrêter d'enrichir son uranium jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire après quelques années, l'Iran pouvait désormais continuer, résumer, à faire ce qu'il fait normalement. Donald Trump, par contre, ne voulait pas ça. Il voulait l'éradication de clauses de caducité. C'est-à-dire, il se disait que si l'Iran pouvait à un certain moment donné recommencer à produire, à enrichir son uranium, cela ne lui empêcherait pas de recréer la bombe atomique dans le futur. Alors il fallait à tout prix l'empêcher de le faire. La deuxième chose, Donald Trump n'a pas aimé le fait que la première négociation n'a pas touché le programme de missiles balistiques de l'Iran. C'est-à-dire l'Iran ne pouvait pas non plus produire des missiles balistiques. En plus de la bombe nucléaire, les Iraniens ne pouvaient pas avoir des stocks de bombes balistiques chez eux. Parce qu'avec ça, évidemment, on peut s'imaginer c'était pour objectif de détruire le pays qu'on ne cite pas. Donald Trump veut que l'Iran arrête son soutien aux groupes mandataires dans le cas de la Syrie, au Yémen et au Liban. On parle ici de l'Hezbollah, de Hamas et des Houthis. Donc, Trump veut que l'Iran arrête complètement de coopérer, de collaborer, d'échanger, d'aider, de soutenir ces groupes. Et numéro 4, Trump veut des mesures d'inspection et de vérification plus strictes, plus complètes, incluant l'accès aux sites militaires. C'est-à-dire que l'Occident ait accès aux sites militaires iraniens pour contrôler. Bon, ça devient quand même un peu difficile, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te dit on arrête la guerre, mais moi je dois venir vérifier chez toi à la maison pour voir si tu n'es pas en train de te préparer pour la guerre. Ça devient un peu compliqué. La Russie condamne les menaces américaines de frappe militaire contre l'Iran, les qualifiant d'inacceptables et a appelé les États-Unis à la retenue. La Russie, évidemment, est un grand partenaire de l'Iran. Ils n'aiment pas ce qui se passe actuellement et ils se sont exprimés ouvertement. Autant Trump s'est exprimé en ce qui concerne l'Ukraine, les Russes s'expriment en ce qui concerne l'Iran. Mais de manière intéressante, les amis, le deuxième responsable iranien a déclaré que bien que l'Iran recherche le soutien supplémentaire de la Russie, il reste sceptique quant à l'engagement de Moscou dans cette histoire. Il a ajouté que le soutien dépend d'une grande partie de la dynamique entre le président Trump et le président Vladimir Poutine. En d'autres termes, M. Trump n'est pas hostile à l'égard de Poutine. C'est-à-dire, Poutine ne sera pas essentiellement hostile à l'égard de Trump. M. Trump veut attaquer l'Iran. Donc Poutine n'aura peut-être pas une position, une stance offensive à l'égard de Trump. Rappelez-vous que l'administration précédente des États-Unis était hostile à l'égard de Poutine, mais coopérante avec l'Iran. Okay? Contrairement à celle-ci, où Trump est coopérant avec Poutine, mais hostile à l'Iran. Alors, le deuxième responsable se dit sceptique à l'égard de la réaction de la Russie. Donc, est-ce que la Russie réagirait si les États-Unis décidaient de bombarder l'Iran? Jusque-là, les amis, l'escalade et la tension, la possibilité d'une action militaire reste très élevée. Les avertissements de l'Iran à ses voisins régionaux ont accru les craintes des conflits sur place, c'est-à-dire les pays autour de l'Iran, les Arabes qui sont pro-américains doivent faire très attention d'après les Iraniens. Ils seront éradiqués si c'est nécessaire. Au Yémen, on se moque des États-Unis d'Amérique. Oui, on se moque des États-Unis d'Amérique. C'est quand même bizarre de savoir. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont en train de réévaluer les dépenses qu'ils ont fait jusque-là sur les attaques au Yémen. Face à ces dépenses massives, le Pentagone pourrait devoir demander de fonds supplémentaires au Congrès, une requête qui risque d'être rejetée alors que l'opération fait déjà objet de critiques bipartisanes. C'est-à-dire tout le monde n'est pas d'accord que Trump bombarde le Yémen. L'offensive militaire américaine contre les rebelles Houthis au Yémen approche le $1 milliard en moins de 3 semaines pour un impact jugé limité sur les capacités du groupe. Donc ils ont déjà dépensé presque $1 milliard pour détruire les Houthis du Yémen, mais apparemment, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ils pensaient. Quelle a été la productivité des attaques américaines sur le Yémen? Malgré l'élimination de plusieurs responsables de niveau intermédiaire et la destruction des sites militaires, les Houthis conservent leur capacité à attaquer les navires en mer Rouge et à abattre des drones américains. Les Houthis ont notamment réussi à fortifier des bunkers et maintenir des stocks d'armement souterrains. Donc les bunkers sont ce qui sauve ces gens aujourd'hui. On ne sait pas voir où vous êtes, même si on sait où vous êtes, à un certain niveau de profondeur, c'est quasiment impossible de pouvoir détruire. Le Yémen dit qu'ils reçoivent des informations avant les attaques.
Ils disent que ce que les Américains disent, en tout cas, ce que Trump est en train de raconter, en ce qui concerne le succès de ces attaques au Yémen, c'est absolument faux. Toutes les informations sont inexactes. Les informations publiées depuis le début de l'escalade américaine contre le Yémen sont trompeuses et éloignées de la réalité. À Sanaa, grâce à Dieu, nous avons obtenu dès le début des informations suffisantes et détaillées sur les premières frappes américaines et leurs cibles. Nous avons pris toutes les mesures préventives pour éviter tout dommage et nous y sommes parvenus grâce à Dieu. Donc, ils ont reçu, voilà ce qu'il dit, ils ont reçu les informations suffisantes et détaillées sur les frappes américaines et leurs cibles. Alors, la question qui se pose, qui donne les informations ou outils sur les frappes américaines et leurs cibles? Il faudrait avoir des satellites pour avoir cette capacité. Je vous rappelle ici que les États-Unis d'Amérique partageaient des informations critiques avec l'Ukraine. C'est-à-dire à chaque fois que la Russie frappait des missiles, les Ukrainiens avaient déjà de l'information à travers des satellites qui déterminaient la direction des missiles et leur probable cible et leur vitesse. La direction des missiles, leur vitesse et leur probable cible. Ceci permettait aux Ukrainiens de pouvoir déplacer les cibles pour que les Russes ratent leurs frappes. Alors, là, on voit les outils dire le même, qui reçoivent des informations nécessaires sur les cibles et les frappes qui viennent des Américains. Qui, d'après vous, leur donne ces informations? God bless.